Chez les Roussel, la matinée semble commencer comme tant d'autres, dans cette agitation familière où chacun vaque à ses occupations sans imaginer qu'un danger rôde tout près. Jack et Jordan reçoivent alors un message vocal de Lizzie. La jeune femme leur annonce avec enthousiasme que Warren lui a réservé une surprise, un week-end romantique en Corse, loin de Seth et de leurs habitudes. Le ton de Lizzie paraît suffisamment naturel pour dissiper le moindre doute. Jack et Jordan échangent quelques remarques amusées, presque attendris par cette initiative inattendue de Warren. À leurs yeux, leur sœur profite simplement d'une escapade improvisée avec son petit ami. Rien ne leur permet de deviner que derrière ce message rassurant se cache une réalité bien plus sombre, soigneusement dissimulée pour éviter toute alerte. Car Lizzie n'est pas en route vers la Corse. Elle n'est même pas libre de ses mouvements. Avec Warren, elle est retenue prisonnière dans un endroit inconnu, enfermée loin de ceux qui pourraient leur venir en aide. Le contraste entre l'insouciance de ses frères et la situation réelle de la jeune femme donne à ce mensonge une dimension particulièrement inquiétante, comme si deux réalités parallèles venaient brutalement de se séparer. Face à Lizzie, Warren comprend qu'il ne peut désormais plus continuer à cacher ce qui l'a rendu si distant ces derniers jours. La peur qui les entoure fait tomber les dernières barrières. Il lui avoue finalement que son comportement n'avait rien à voir avec leurs sentiments. Derrière ses silences, ses absences et sa nervosité se cachait une histoire familiale qu'il avait préféré porter seul, par honte autant que par culpabilité. Son père est mort en lui laissant des dettes, une charge suffisamment lourde pour bouleverser son quotidien et le placer sous une pression qu'il n'avait jamais osé partager avec Lizzie. Warren avait préféré donner l'impression de s'éloigner plutôt que d'avouer qu'il se trouvait pris au piège d'une situation financière qui le dépassait. Devant elle, il n'a pourtant plus la possibilité de protéger son secret. Il lui explique alors que son oncle s'est énormément sacrifié pour réunir la somme nécessaire. L'homme a rassemblé l'argent au prix d'efforts considérables afin que la dette puisse enfin être remboursée. Warren pensait pouvoir mettre un terme à cette menace, reprendre le contrôle de sa vie et laisser derrière lui cette période humiliante. Mais tout a basculé précisément au moment où il croyait apercevoir une issue. Le soir où il devait remettre l'argent, le sac contenant les billets lui a été dérobé. Une disparition catastrophique, puisque ceux qui réclamaient leur dû n'avaient aucune raison de croire à ses explications. Pour Warren, perdre cet argent n'a pas seulement signifié perdre une somme considérable. Cela a aussi détruit la dernière protection qu'il pensait posséder face à des hommes désormais prêts à employer la violence. Lizzie écoute cette confession dans un silence chargé d'émotions. Elle découvre tout à coup ce que Warren lui dissimulait derrière ses attitudes étranges. La distance qu'elle avait pu ressentir n'était donc pas un désintérêt, mais la conséquence d'une honte qui l'empêchait de lui demander de l'aide. Malgré la peur, cette vérité rétablit quelque chose entre eux, même si elle arrive au pire moment possible. Warren refuse cependant de se laisser complètement submerger. Devant Lizzie, il tente de conserver une assurance qu'il ne ressent probablement plus vraiment. Il lui promet qu'il trouvera une solution et qu'il la fera sortir de là. Cette promesse est autant destinée à la rassurer qu'à maintenir sa propre détermination. Tant qu'il peut encore imaginer une issue, il refuse d'accepter qu'il soit totalement à la merci de leur ravisseur. Pendant ce temps, à l'hôpital, Swazik essaie elle aussi de comprendre si la menace qui pesait sur elle est enfin en train de s'éloigner. Elle raconte à Samuel qu'elle a pris l'initiative d'envoyer un message à l'homme qui lui réclamait de l'argent. Elle a clairement affirmé ne pas posséder la somme et lui a proposé de se rencontrer afin de mettre les choses au clair. Aucune réponse n'est arrivée. Ce silence pourrait être inquiétant, mais Samuel choisit d'y voir un signe plutôt rassurant. À ses yeux, si l'homme ne cherche plus à reprendre contact, il est possible que la pression soit retombée. Après plusieurs heures de tension, l'idée qu'il puisse enfin être hors de danger offre à Swazik un bref moment de soulagement, même si l'incertitude demeure. Samuel tente ainsi de la convaincre que le pire est probablement derrière eux. Swazik voudrait partager cet optimisme, mais quelque chose semble encore l'empêcher de retrouver une véritable sérénité. Les événements récents ont laissé une trace trop profonde pour qu'un simple silence suffise à effacer toutes ses craintes. Elle essaie néanmoins de reprendre le cours normal de sa journée, comme pour obliger la peur à reculer. Lorsqu'elle rentre chez elle un peu plus tard, cette fragile impression de sécurité vole immédiatement en éclats. Dès les premiers instants, Swazik comprend que quelque chose ne va pas. Son appartement ne ressemble plus au lieu qu'elle avait quitté. Quelqu'un s'y est introduit et a fouillé méthodiquement les différentes pièces, laissant derrière lui le désordre brutal d'une intrusion dont l'objectif semble impossible à ignorer. La peur la saisit aussitôt. Chaque objet déplacé, chaque espace fouillé devient la preuve que ceux qui cherchent l'argent ne se sont pas contentés de menaces à distance. Ils sont entrés jusque chez elle, franchissant une limite qui transforme désormais cette affaire en danger concret.
Swazik comprend alors que l'absence de réponse au message n'avait rien de rassurant. Le silence cachait simplement une autre forme d'action. Encore sous le choc, elle appelle Samuel pour lui annoncer ce qu'elle vient de découvrir. Quelques heures plus tôt, tous deux espéraient que la menace s'était éteinte. Désormais, cette conviction paraît presque naïve. L'appartement dévasté indique au contraire que quelqu'un continue activement à chercher l'argent et qu'aucune explication de Swazik ne semble avoir convaincu ceux qui la tiennent pour responsable de sa disparition. Au même moment, loin de là, Lizzie et Warren cherchent désespérément une issue. Ils examinent la fenêtre de la pièce où ils sont enfermés et tentent de l'ouvrir, conscients que chaque minute compte. Leur tentative représente peut-être leur seule chance d'échapper à leur ravisseur avant que la situation ne devienne irréversible. Mais alors qu'ils commencent à espérer pouvoir agir, des pas viennent interrompre leurs efforts. Les hommes qui les retiennent font irruption et leur adressent une menace sans ambiguïté. Cette fois, ils parlent ouvertement de les tuer si Warren ne parvient pas à retrouver la trace de l'argent. Pour eux, il doit réfléchir, se souvenir, comprendre où le sac a pu disparaître. Warren réalise alors que la promesse faite à Lizzie devient terriblement difficile à tenir, tandis que le temps semble désormais jouer contre eux. La menace proférée contre Lizzie et Warren ne laisse plus aucune place au doute. Les ravisseurs ne cherchent pas seulement à récupérer une somme d'argent, ils veulent faire comprendre à Warren que le moindre échec peut avoir des conséquences irréversibles. Lizzie, jusque-là concentrée sur une possible fuite, mesure soudain la brutalité de la situation et le danger réel auquel ils sont confrontés. Warren tente de garder son calme devant elle, mais son visage trahit une tension qu'il ne peut plus masquer. Il connaît désormais les exigences de leur ravisseur et sait qu'il n'a aucune réponse à leur donner. Le sac lui a échappé, et il ignore totalement où il se trouve. Cette ignorance, qui semblait déjà catastrophique, devient maintenant une menace directe contre leur vie. Lizzie, de son côté, comprend mieux pourquoi Warren s'est enfermé dans le silence ces derniers jours. Elle aurait certainement préféré qu'il lui parle avant que tout ne dégénère, mais ce reproche devient presque secondaire face au danger. Ce qui compte désormais, c'est de rester unis et de ne pas laisser la peur les diviser au moment où leur ravisseur cherche précisément à les fragiliser. Après leur départ, la pièce retombe dans un silence oppressant. Warren repense aux dernières heures précédant la disparition de l'argent, essayant de reconstruire chaque geste, chaque déplacement, chaque détail susceptible de lui fournir une piste. Pourtant, plus il cherche, plus la confusion semble s'installer. Le sac a disparu au pire moment, comme si quelqu'un avait profité d'un instant précis pour le faire disparaître. Pendant ce temps, Swazik reste bouleversé par l'état de son appartement. Le désordre qui l'entoure donne à l'intrusion une violence particulière. Les inconnus ont fouillé partout, sans se soucier des traces laissées derrière eux. Leur objectif paraît évident, retrouver quelque chose qu'ils pensent caché chez elle. Pour Swazik, cette certitude rend la situation encore plus inquiétante, car elle ne possède précisément rien de ce qu'il recherche. Au téléphone, Samuel comprend immédiatement que son hypothèse précédente était fausse. Le silence de l'homme auquel Swazik avait écrit n'indiquait pas une disparition de la menace. Il signifiait seulement que ceux qui réclamaient l'argent avaient choisi une méthode plus brutale. Cette prise de conscience change complètement la manière dont Samuel envisage la situation, tandis que Swazik peine encore à réaliser jusqu'où leurs adversaires semblent prêts à aller. La jeune femme regarde autour d'elle avec une sensation d'impuissance grandissante. Son propre domicile, qui représentait encore quelques heures plus tôt un lieu familier et rassurant, vient d'être transformé en preuve tangible de leur détermination. Elle ne peut plus considérer cette affaire comme une simple intimidation. Quelqu'un est entré chez elle, a fouillé ses affaires et lui a laissé un message silencieux mais parfaitement compréhensible. Dans le même temps, une autre pièce du puzzle commence à se reformer dans l'esprit de Diane. Depuis la fête, certains souvenirs restent confus, fragmentés, comme si son cerveau refusait encore de lui restituer l'ensemble de ce qui s'est réellement produit. Mais cette fois, une image revient avec suffisamment de netteté pour attirer toute son attention. Elle se revoit seule sur la plage avec Ellie. Ce souvenir devient progressivement plus précis. Ellie se trouvait près d'elle et, à un moment de cette soirée, avait décidé de lui transmettre des indications d'une manière pour le moins inhabituelle. Elle lui avait écrit directement sur le front les informations permettant de retrouver la cachette du sac. Ce détail, absurde en apparence, prend soudain une importance capitale lorsque Diane comprend enfin ce qu'il signifiait. Elle réalise que les indications laissées par Ellie peuvent la conduire exactement là où l'argent a été dissimulé. L'urgence remplace immédiatement la confusion. Diane n'a plus le temps de s'interroger longuement sur les raisons qui ont conduit à cette situation. Elle sait simplement qu'un sac contenant une somme considérable a été caché quelque part sur la plage et qu'elle possède désormais la clé permettant de le retrouver.
Diane retourne donc précipitamment sur les lieux. À mesure qu'elle s'approche de la plage, les fragments de mémoire se raccordent les uns aux autres. Elle observe l'espace autour d'elle et tente de faire correspondre les indications d'Ellie avec ce qu'elle voit. Chaque détail du paysage devient un repère potentiel, et chaque hésitation nourrit la crainte qu'elle ait mal interprété son souvenir. Finalement, elle identifie l'endroit qui semble correspondre aux indications. Diane commence alors à creuser dans le sable, sans savoir avec certitude ce qu'elle va découvrir. L'effort paraît interminable tant la tension grandit à chaque poignée retirée. Pourtant, elle continue, poussée par l'intuition qu'elle se trouve enfin à quelques centimètres de la réponse recherchée depuis le début de cette étrange affaire. Ses mains rencontrent bientôt quelque chose de solide sous le sable. Diane accélère, dégage progressivement l'objet et finit par faire apparaître un sac de sport. À cet instant, son souvenir cesse d'être une simple hypothèse. Le sac existe réellement, exactement à l'endroit indiqué par Ellie. Elle vient de retrouver ce que tant de personnes cherchent sans parvenir à comprendre où l'argent a pu disparaître. Lorsqu'elle ouvre le sac, Diane découvre qu'il est toujours rempli de billets. Rien ne semble avoir été retiré. Toute la somme que Warren croyait perdue se trouve là, intacte, enfouie sous le sable. Cette découverte change complètement la situation, même si Diane ignore encore toutes les conséquences qui entourent cet argent et le danger dans lequel Lizzie et Warren ont été entraînés. Le contraste est saisissant. Alors que Diane tient enfin entre ses mains l'objet au centre de toutes les tensions, Warren demeure enfermé avec Lizzie, persuadé qu'il n'a aucune solution à offrir à leur ravisseur. Il ignore que l'argent vient d'être retrouvé. Cette distance entre la vérité et ce qu'il croit savoir rend leur situation encore plus cruelle, puisque leur survie dépend précisément d'une information qui ne leur est pas parvenue. Pour Lizzie, la promesse de Warren de la sortir de là reste donc leur seul point d'appui. Elle ne peut pas savoir qu'au même moment, ailleurs à Seth, Diane vient peut-être de retrouver la seule chose capable de modifier le rapport de force. Mais tant que personne ne relie cette découverte à leur disparition, le sac plein de billets demeure une solution inaccessible, tandis que la menace des ravisseurs continue de planer. Alors que l'affaire du sac d'argent continue de faire peser une menace invisible sur plusieurs habitants de Seth, l'atmosphère est nettement plus légère au commissariat. George, qui ne travaille pas ce jour-là, se retrouve pourtant confronté à un problème très concret. Il n'a personne pour garder Lucien. Faute d'autre solution, il décide donc d'emmener son fils avec lui au poste. La présence de Lucien apporte immédiatement une touche inhabituelle dans cet environnement dominé par les dossiers, les procédures et les conversations professionnelles. George le confie à Roxane, convaincu qu'elle pourra garder un œil sur lui pendant quelques heures. Le petit garçon se retrouve ainsi au milieu des policiers, parfaitement étranger aux préoccupations des adultes et uniquement intéressé par les jouets qu'il a apportés. Un peu plus tard, Martin propose spontanément de prendre le relais. Le commandant, habituellement plongé dans des affaires beaucoup plus sérieuses, accepte donc de s'occuper de Lucien pendant que Roxane reprend ses occupations. La scène a quelque chose d'inattendu. L'homme habitué à diriger des enquêtes complexes doit désormais surveiller un enfant qui fait rouler tranquillement de petites voitures sur le sol de son bureau. Lucien ne semble d'ailleurs nullement impressionné par les lieux. Il aligne ses voitures, les pousse d'un bout à l'autre de la pièce et transforme pour quelques instants le bureau de Martin en terrain de jeu. Le commandant observe cette agitation avec une certaine patience, jusqu'au moment où l'une des petites voitures roule sous un meuble et disparaît hors de portée du garçon. Martin se baisse pour la récupérer. Ce geste parfaitement banal va pourtant provoquer une découverte bien plus embarrassante qu'il ne l'aurait imaginé. En passant la main sous le meuble, il aperçoit un objet qui n'a absolument rien à voir avec les jouets de Lucien. Il s'agit d'une boîte de stimulants sexuels, manifestement tombée là et oubliée depuis quelque temps. La découverte éclaire immédiatement Martin sur les plaisanteries qu'il avait entendues la veille entre Roxane et Nordine. Certaines remarques, certains sourires entendus et quelques allusions qu'il n'avait pas forcément prises au sérieux prennent soudain un sens beaucoup plus précis. Martin comprend qu'il vient probablement de mettre la main sur l'objet qui alimentait leur petite plaisanterie privée au commissariat. Mais le commandant sait aussi que la situation peut rapidement devenir particulièrement gênante. Une boîte de stimulants sexuels retrouvée dans son propre bureau constitue le genre de découverte susceptible de nourrir toutes sortes de suppositions. Il décide donc de couper court immédiatement à tout malentendu et convoque Roxane ainsi que Nordine pour leur montrer ce qu'il vient de retrouver sous le meuble. Lorsqu'il arrive, Martin tient à préciser les circonstances exactes de cette trouvaille. Il explique que Lucien jouait avec ses voitures, qu'une d'elles s'est glissée sous le mobilier et que c'est uniquement en voulant la récupérer qu'il a découvert la fameuse boîte. Il insiste surtout sur un point, il ne s'est absolument pas emparé de ces stimulants pour un usage personnel.
Cette justification, donnée avec le sérieux caractéristique du commandant, rend la situation encore plus cocasse. Martin montre qu'il a parfaitement compris ce qui se cachait derrière les plaisanteries de Roxane et Nordine depuis la veille. Il refuse donc d'être transformé en sujet de moquerie à son tour, même si la nature même de sa découverte rend presque impossible de conserver entièrement le ton solennel. Au milieu de cette scène, Lucien reste finalement celui qui a permis de résoudre le petit mystère. Sans le savoir, en faisant simplement rouler ses voitures sur le sol, il a conduit Martin jusqu'à l'objet recherché. Pour un enfant qui ne comprend évidemment rien aux sous-entendus des adultes, cette première contribution à une enquête du commissariat se fait de la manière la plus innocente possible. La journée prend ainsi une tournure inattendue pour Georges, qui avait seulement besoin de faire garder son fils. Lucien aura transformé son passage au commissariat en véritable petite aventure, sans poursuite, sans interrogatoire et sans danger. Dans un univers où les policiers de Sète sont souvent confrontés à des affaires particulièrement lourdes, cette découverte apporte une parenthèse légère et presque familiale. Pendant ce temps, une autre scène beaucoup moins inquiétante que celle vécue par Lizzie et Warren se joue au cabinet d'avocats. Gabriel et Soraya découvrent qu'un colis a été livré à l'attention de Raphaël. L'expéditeur est un client particulièrement fortuné et généreux, désireux de remercier l'avocate pour son travail avec un cadeau dont la valeur dépasse largement les attentions habituelles. Gabriel finit par ouvrir le colis presque par hasard. La curiosité laisse rapidement place à la stupeur lorsqu'il comprend ce qu'il contient. Il ne s'agit ni d'une bouteille prestigieuse ni d'un simple présent de remerciement, mais d'un séjour pour 2 personnes dans un hôtel 5 étoiles en Thaïlande, entièrement pris en charge par le client de Raphaël. Soraya et Gabriel comprennent immédiatement qu'ils viennent de découvrir un cadeau exceptionnel. L'idée d'un voyage lointain, dans un établissement luxueux, tout frais payés, suffit à réveiller leur imagination. Mais ils savent également qu'ils n'étaient pas censés ouvrir le colis. Ils remettent donc soigneusement chaque élément à sa place avant l'arrivée de leur patronne, espérant effacer toute trace de leur curiosité. Lorsque Raphaël arrive et découvre à son tour le cadeau, sa première réaction semble confirmer les espoirs secrets de ses 2 collaborateurs. Elle affirme qu'elle ne peut pas accepter un présent aussi important de la part d'un client. Gabriel et Soraya commencent immédiatement à envisager une possibilité particulièrement séduisante. Si Raphaël refuse le voyage, peut-être décidera-t-elle simplement de leur en faire profiter. Il ne leur faut pas longtemps pour se projeter beaucoup trop loin. Dans leur esprit, le séjour semble presque déjà disponible, comme si les plages thaïlandaises et le confort d'un hôtel 5 étoiles n'attendaient plus qu'eux. Leur enthousiasme grandit d'autant plus facilement que Raphaël a elle-même prétendu ne pas pouvoir accepter un cadeau d'une telle valeur. Mais leurs espoirs sont rapidement refroidis. Malgré ses premières réserves, Raphaël n'a finalement aucune intention de leur céder le séjour. Elle envisage au contraire très sérieusement de profiter elle-même de cette escapade, et surtout de ne pas partir seule. La 2e place est déjà destinée à Martin, avec lequel elle compte partager ce voyage aussi inattendu que luxueux. Pour Gabriel et Soraya, la déception est à la hauteur de leurs projections. Ils avaient à peine découvert l'existence de ce voyage qu'ils s'imaginaient déjà en bénéficier. Raphaël, elle, replace tranquillement les choses dans leur réalité. Le cadeau lui était destiné et, si elle choisit finalement de l'accepter, c'est avec Martin qu'elle compte en profiter, laissant ses 2 collaborateurs à leur rêve brutalement interrompu. Chez les Roussel, personne ne mesure encore à quel point la situation de Lizzie est grave. Le message vocal envoyé plus tôt continue de produire exactement l'effet recherché. Jack et Jordan pensent leur sœur partie vivre quelques jours heureux avec Warren. Cette illusion protège pour l'instant les ravisseurs de toute inquiétude extérieure, tandis que Lizzie reste enfermée loin de sa famille, sans possibilité de leur révéler ce qui lui arrive réellement. Pour Warren, cette situation ajoute une culpabilité supplémentaire à celle qu'il porte déjà. Il sait que Lizzie se retrouve menacée à cause d'une histoire qui, au départ, ne la concernait pas. Les dettes laissées par son père, le sacrifice financier de son oncle et la disparition du sac se sont transformés en une chaîne d'événements dont il ne maîtrise plus rien. Désormais, chaque conséquence semble atteindre ceux qu'il voulait précisément protéger. La promesse faite à Lizzie de les sortir de là devient alors presque une nécessité intérieure. Warren ne peut pas se permettre de céder, même si leurs ravisseurs ont clairement évoqué la possibilité de les tuer. Il s'accroche à l'idée qu'une solution existe encore. Pourtant, la réalité reste implacable. Il ne sait pas où se trouve l'argent et ne possède aucune information susceptible de satisfaire ceux qui les retiennent. Lizzie, malgré sa peur, reste auprès de lui. La révélation sur les dettes de son père change forcément son regard sur les derniers jours, mais elle comprend aussi que Warren avait agi sous le poids de la honte. Ce secret explique ses silences sans effacer le danger qu'il a fait entrer dans leur relation.
Leur couple se retrouve confronté brutalement à une vérité que Warren aurait voulu tenir loin d'elle. Pendant ce temps, Diane se tient face au sac qu'elle vient de sortir du sable. Les billets sont toujours là, rangés à l'intérieur comme si le temps s'était arrêté depuis le moment où l'argent avait été dissimulé. Pour elle, cette découverte confirme que le souvenir revenu de la fête était exact. Ellie lui avait bien donné les indications nécessaires pour retrouver cette cachette improbable enfouie sur la plage. Ce qui n'était encore qu'une image brouillée prend désormais une forme très concrète. Diane peut toucher le sac, voir les billets et mesurer l'importance de ce qu'elle vient de retrouver. Toute cette somme, activement recherchée par plusieurs personnes, était restée cachée sous le sable alors que Warren, lui, croyait définitivement l'avoir perdue. Cette différence entre ce que chacun sait devient l'élément central de la situation. À quelques kilomètres de là, Swazik vit la même affaire sous un angle totalement différent. Elle ne voit ni le sac ni l'argent, seulement les traces laissées dans son appartement par ceux qui les cherchent. Le désordre autour d'elle lui donne la sensation d'avoir été observée, suivie, puis directement visée. La menace n'est plus abstraite, elle a franchi la porte de son domicile et bouleversé son espace privé. Samuel, prévenu par son appel, ne peut plus minimiser ce qui se passe. Lui qui pensait quelques heures plus tôt que l'absence de réponse au message de Swazik indiquait peut-être la fin du danger doit revoir entièrement son jugement. Ceux qui réclament l'argent n'ont pas abandonné. Ils ont simplement cessé de parler pour agir, et cette évolution rend leurs intentions beaucoup plus préoccupantes. Swazik avait pourtant tenté d'être claire. Elle avait écrit qu'elle ne possédait pas leur argent et proposé une rencontre pour expliquer la situation. Mais la fouille de son appartement démontre que ses interlocuteurs ne semblent pas disposés à la croire sur parole. Ils cherchent même les billets, persuadés qu'ils peuvent être cachés quelque part, tandis que la véritable somme se trouve désormais entre les mains de Diane. Ce décalage rend l'ensemble presque cruel. Les ravisseurs de Lizzie et Warren cherchent la même chose que les intrus ayant fouillé chez Swazik, alors que l'argent a déjà été retrouvé ailleurs. Aucun des personnages directement menacés ne dispose pourtant de cette information. Chacun avance donc dans l'ombre, persuadé que le sac reste introuvable, tandis que Diane vient involontairement de remettre la main sur l'objet capable de tout bouleverser. Au commissariat, la journée de Lucien contraste fortement avec cette tension. Le petit garçon, lui, a résolu un mystère beaucoup moins dangereux en conduisant Martin jusqu'à la boîte de stimulants sexuels cachée sous un meuble. Cette trouvaille provoque surtout un moment d'embarras amusé entre Martin, Roxane et Nordine, bien loin des menaces qui pèsent au même instant sur Lizzie, Warren et Swazik. Martin tient toujours à préserver sa dignité face à ses collègues. Le commandant a compris le sujet des plaisanteries échangées depuis la veille et refuse que la découverte dans son bureau fasse naître une conclusion embarrassante à son sujet. Son explication très sérieuse contraste avec la nature de l'objet retrouvé, ce qui transforme Lucien, sans qu'il en ait conscience, en improbable héros de cette minuscule enquête. Roxane et Nordine n'ont alors plus vraiment besoin d'explications supplémentaires. L'objet qui alimentait leur private jokes a été retrouvé, et Martin sait désormais exactement ce qui se cachait derrière leur sous-entendu. Ce petit mystère peut donc être considéré comme résolu grâce à une simple voiture miniature ayant roulé au mauvais endroit, donnant à la journée de Lucien au commissariat une dimension aussi inattendue que amusante. Au cabinet, Gabriel et Soraya continuent eux aussi à digérer une déconvenue nettement plus légère. Le séjour 5 étoiles en Thaïlande avait suffi à nourrir en quelques instants toutes leurs projections. Lorsque Raphaël avait déclaré qu'elle ne pouvait pas accepter un cadeau aussi généreux, ils avaient aussitôt imaginé qu'une occasion extraordinaire allait leur tomber entre les mains sans qu'ils aient rien demandé. Raphaël met cependant fin à leurs espoirs en envisageant très concrètement de partir avec Martin. Le voyage qui semblait inaccessible quelques minutes auparavant devient pour elle la perspective d'un séjour en couple. Gabriel et Soraya comprennent alors qu'ils se sont emballés beaucoup trop vite. Leur rêve thaïlandais s'effondre avant même d'avoir réellement commencé, laissant derrière lui une frustration presque comique. Ainsi, plusieurs histoires se croisent à 7 sans se rejoindre encore. D'un côté, certains personnages imaginent des vacances luxueuses ou plaisantes autour d'une trouvaille gênante. De l'autre, Lizzie et Warren restent enfermés sous la menace de mort, Swazik découvre les conséquences d'une intrusion inquiétante et Diane tient enfin entre ses mains ce fameux sac de billets que tout le monde cherche désespérément. La découverte de Diane constitue finalement le point de bascule le plus important de cette journée. Sous le sable, elle vient de retrouver le sac de sport que tout le monde cherche, toujours rempli des billets disparus. Ce qui semblait avoir été définitivement perdu existe donc encore, intact, alors même que plusieurs personnages subissent déjà les conséquences dramatiques de sa disparition sans connaître cette vérité essentielle. Warren, enfermé avec Lizzie,
reste pourtant persuadé que l'argent s'est volatilisé. Il n'a aucun moyen de savoir que Diane vient précisément de mettre la main dessus. Pour lui, la situation demeure sans issue. Les ravisseurs exigent une somme qu'il ne peut pas leur remettre, et ils ont clairement fait comprendre que la vie de Lizzie pourrait devenir le prix de son incapacité à répondre. Cette menace pèse lourdement sur lui. Warren avait voulu cacher ses difficultés à Lizzie pour ne pas l'entraîner dans une histoire dont il avait honte. Pourtant, son silence n'a pas empêché le danger de la rejoindre. Au contraire, la jeune femme se retrouve désormais enfermée à ses côtés, confrontée à des hommes violents et à une dette dont elle ignorait totalement l'existence quelques heures auparavant. Lizzie découvre ainsi la véritable origine du changement d'attitude de son petit ami. Elle comprend que son éloignement ne venait ni d'une lassitude ni d'un sentiment qui s'affaiblissait, mais d'une peur qu'il avait choisi de garder pour lui. Cette révélation ne résout rien sur le plan matériel, mais elle éclaire leur relation au moment précis où celle-ci traverse l'épreuve la plus dangereuse. Chez les Roussel, Jack et Jordan restent malheureusement très loin d'imaginer la situation. Le message annonçant le week-end en Corse continue de fonctionner comme une couverture parfaite. Ils pensent leur sœur en sécurité, probablement heureuse de profiter d'une surprise romantique. Cette confiance involontaire permet au drame de se poursuivre sans déclencher immédiatement l'inquiétude qui aurait pu conduire quelqu'un à chercher Lizzie. La différence entre ce que croient les frères Roussel et la réalité vécue par Lizzie devient alors particulièrement saisissante. Pour eux, Warren a organisé un geste amoureux. Pour Lizzie, le même homme est à ses côtés dans une pièce où leur vie vient d'être menacée. Une simple histoire racontée dans un message vocal suffit ainsi à maintenir toute une famille à distance du danger. Pendant ce temps, l'appartement de Swazik porte toujours les traces de la fouille brutale dont il a fait l'objet. Les objets déplacés et les pièces retournées constituent autant de preuves que ceux qui veulent récupérer l'argent n'ont pas renoncé. La jeune femme avait pourtant essayé de leur faire comprendre qu'elle ne possédait pas ce qu'ils recherchaient, mais son message n'a manifestement pas été cru. Le soulagement que Samuel avait tenté de lui transmettre à l'hôpital paraît désormais bien loin. Il avait interprété l'absence de réponse comme un possible apaisement, mais les faits montrent exactement le contraire. Le danger ne s'était pas éloigné, il avait simplement changé de forme. Au lieu de continuer à réclamer l'argent par message, quelqu'un a préféré entrer directement chez Swazik pour le chercher. Cette intrusion transforme forcément la perception qu'elle avait de la menace. Swazik ne peut plus se convaincre qu'il suffit d'expliquer la vérité pour que l'affaire s'arrête. Ceux qui sont à la recherche des billets semblent déterminés à vérifier eux-mêmes chaque piste. Son domicile n'est donc plus un refuge, mais un lieu dans lequel des inconnus sont déjà parvenus à pénétrer sans qu'elle puisse les en empêcher. Et pourtant, pendant que Swazik tremble devant les conséquences de cette recherche, Diane se trouve désormais face à sa solution matérielle. Le sac est là, entier, avec l'argent qu'il contenait. Le souvenir de la fête, jusque-là incomplet, lui a permis de reconstruire exactement les indications laissées par Ellie. Cette mémoire retrouvée lui donne soudain une place centrale dans une histoire qu'elle ne maîtrisait pas encore. Diane comprend au moins une chose, ce sac n'est pas anodin. Sa dissimulation sur la plage, les indications laissées sur son front et l'importance de la somme montrent qu'il existe derrière ces billets une situation beaucoup plus complexe qu'une simple perte. Elle vient de retrouver l'objet autour duquel se concentre désormais la peur de Swazik, les menaces contre Warren et le danger qui entoure Lizzie. Dans un tout autre registre, la petite aventure de Lucien au commissariat se termine avec une légèreté presque bienvenue. En faisant rouler ses voitures, le garçon a involontairement permis à Martin de retrouver la fameuse boîte de stimulants sexuels. Sans comprendre le moindre sous-entendu, Lucien aura donc résolu sa première enquête, au grand amusement implicite des adultes qui l'entourent. Martin, lui, tient surtout à ce que Roxane et Nordine comprennent parfaitement comment cette boîte s'est retrouvée dans ses mains. Il refuse que l'objet découvert sous son meuble puisse être interprété comme lui appartenant. En quelques explications très sérieuses, il révèle également qu'il avait parfaitement identifié la source de leur petite plaisanterie depuis la veille, mettant fin au mystère d'une manière plutôt cocasse. Au cabinet, Gabriel et Soraya connaissent eux aussi une conclusion beaucoup plus légère. Leur enthousiasme pour le séjour 5 étoiles en Thaïlande s'est nourri d'un malentendu particulièrement agréable. En entendant Raphaël dire qu'elle ne pouvait pas accepter un cadeau aussi important, ils ont immédiatement imaginé qu'elle leur proposerait d'en profiter, transformant mentalement le colis d'un client en opportunité de vacances. Mais Raphaël n'a jamais réellement prévu de leur céder ce voyage. Malgré ses premières réserves, elle envisage finalement de partir avec Martin. Le séjour destiné à 2 personnes trouve donc rapidement ses bénéficiaires, au grand désarroi de Gabriel et Soraya. Leur rêve exotique n'aura duré que quelques instants,
mais suffisamment longtemps pour rendre la chute encore plus amusante lorsqu'il découvre ses véritables projets. La journée se termine ainsi sur des tonalités radicalement opposées. Au commissariat et au cabinet, de petits malentendus donnent naissance à des situations amusantes. Mais ailleurs, la tension ne fait que grandir. Lizzie et Warren restent prisonniers, Swazik sait désormais que sa maison peut être violée, et les hommes qui cherchent l'argent semblent prêts à employer n'importe quel moyen. Tout converge pourtant vers le sac retrouvé par Diane. Warren croit l'avoir perdu, les ravisseurs le réclament, Swazik subit les conséquences de sa disparition et Lizzie risque sa vie à cause de cette affaire. Diane, elle, vient de l'extraire du sable sans mesurer encore pleinement ce que cette découverte peut provoquer. Entre ses mains se trouve désormais l'élément susceptible de modifier le destin de chacun. Pour Warren, le temps continue cependant de s'écouler sans que cette nouvelle puisse lui parvenir. Sa promesse de protéger Lizzie prend une dimension encore plus douloureuse, puisqu'il ignore qu'une solution existe peut-être déjà ailleurs. La jeune femme reste près de lui, prisonnière d'une situation qui lui a été cachée jusqu'au dernier moment, tandis que leurs ravisseurs attendent toujours une réponse concernant l'argent disparu. Le danger n'est donc pas écarté, bien au contraire. L'argent a été retrouvé, mais ceux qui en ont besoin ne le savent pas encore. Cette vérité crée une tension nouvelle. Le problème n'est plus seulement de découvrir où se trouve le sac, mais de savoir si cette information pourra parvenir à temps aux personnes directement menacées avant que leurs ravisseurs décident de passer à l'acte.